Je dis bonsoir à toutes les Mao et à tous les Chao. Et pour être élève de la classe, vous savez très bien de quoi je parle. Et je dis aussi bonsoir à tous ceux qui veulent voir l'éclaireur physiquement. Je crois que c'est une tâche qui va demander beaucoup de temps. Ben, tôt ou tard un jour, il sera vu. Et l'éclaireur a des représentants dans toutes les grandes capitales du monde. Et si vous voyez ces représentants, cela revient donc à dire que vous avez vu l'éclaireur lui-même. Et en même temps aussi, je dis merci à tous les élèves de la classe qui restent résilients, qui restent déterminés face à la vérité. C'est ça le plus important. Et les meilleurs résultats, c'est sur le terrain à Abidjan. Et ceux qui ne savent pas qui est l'éclaireur, je vais vous dire que nous sommes les seuls sur la plateforme qui avons apporté des changements que personne avant nous et jusqu'à aujourd'hui n'a pu faire. Et c'est de ça qu'il s'agit, pas forcément du visage d'une personne. C'est grâce à nous que les gens ont accéléré la production des cartes d'identité. C'est grâce à nous qu'au lieu de juin, que les cartes d'identité ont été remises jusqu'en décembre, au 31 décembre 2021. C'est grâce à nous qu'on a pu faire bouger les lignes pour faire revenir les tests de Corona à ce que la CDA avait décidé à une somme de 25 000 francs aujourd'hui. C'est grâce à nous que beaucoup, je dirais des milliers de personnes, ont pu et ont su comment obtenir leurs documents pour leur maison et leurs biens immobiliers sans passer par des chemins tortueux, encore dans des difficultés ou des choses pénibles. C'est aussi sur cette émission-là que nous avons pu tisser un lien humain qui rattache diverses personnalités. Je dis bien diverses personnalités, je n'ai pas dit des personnes, à travers le monde. Et nous avons fait bouger beaucoup de choses. Et je ne saurais en dire autant pour certains, ou bien même pour la majorité de ceux qui pensent qu'ils sont sur la toile. Moi et toute l'équipe Éclaireur Pro Vérité, qui en réalité nous sommes des milliers de personnes dans le monde, sommes fiers d'être nous-mêmes. Et au-delà de ce facteur-là, nous avons une ligne de conduite qui impose le respect de par les idées et la méthodologie intellectuelle que chacun défend selon ses sensibilités et sa manière de comprendre le monde. C'est ce qui fait la valeur de la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Et nous essayons d'être au plus près de la vérité pour essayer de convaincre, mais aussi de nous convaincre nous-mêmes, toujours en étant des élèves pour perpétuellement apprendre. C'est un peu de cela qu'il s'agit. Et donc, la personne de l'éclaireur est inscrite dans la finitude. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire que l'éclaireur peut mourir demain ou après-demain. Ça veut dire que je suis inscrit dans le temps. Mais une chose est évidente, les bonnes actions et les éléments de progrès sociaux que nous avons pu impulser dans notre société, que chacun s'y mette, que chacun se dise, il faut que je puisse faire quelque chose pour être satisfait de ma propre conscience et de mon âme. C'est cela la vérité. Et cela est vu. Ceux qui le voient publiquement et qui le disent, tant mieux. Ceux qui l'ont ressenti, mais qui préfèrent être silencieux, tant mieux. Mais toujours est-il que le gouvernement de la Côte d'Ivoire sait très bien qui est Éclaireur Pro Vérité. Pour ceux qui disent qu'il n'a pas de visage, l'éclaireur a un visage. L'éclaireur est très bien connu à Abidjan. Et donc ne vous inquiétez pas. Et pour ceux qui veulent savoir si l'éclaireur n'est pas un espion, vous pouvez juger déjà par la dignité que je lance dans le message. Et la dignité est tellement que l'éclaireur ne plie jamais l'échine devant qui que ce soit. L'éclaireur reste droit dans ses bottes. Il défend. Et c'est le cas pour tous les élèves de la classe. Nous ne nous plions jamais en face de quelqu'un sans être capable de dire la vérité pour sauver la personne et pour sauver nous-mêmes notre propre dignité. Et donc, c'est un peu ça, la réalité sur Éclaireur Pro Vérité. Et ceux qui l'auront compris, auront compris que tous ceux aujourd'hui qui sont réunis par le modèle Éclaireur Pro Vérité dans le monde, essayez de le connaître et vous saurez que ce sont des personnes de caractère. C'est ce qui nous identifie de tous les autres. Et c'est pourquoi nous disons ici que nous n'avons besoin de personne. Et je le redis encore, si toi tu penses que tu peux me donner de l'argent, ou bien que tu peux m'impressionner, l'éclaireur a une vie intellectuelle remplie qu'il continue de toujours consolider. L'éclaireur financièrement ne se plaint pas. Et ça, le gouvernement de la Côte d'Ivoire doit à l'éclaireur. Et donc, voyez-vous, l'éclaireur ne peut pas quand même aller se plier en face de quelqu'un. Actuellement, le gouvernement de la Côte d'Ivoire
doit à l'éclaireur. Et donc, ce n'est pas l'argent mon problème. Mon problème, il est clair. Pourquoi l'éclaireur aujourd'hui reste à New York pour faire bouger les choses à Paris? C'est parce que quand tu es un homme qui peut faire bouger le monde, il ne faut pas se contenter d'être circonscrit dans la géographie limitée de ton espace. Et donc, il faut faire bouger les choses. Combien sont nos parents qui se plaignent des lenteurs administratives? Combien sont nos parents qui se plaignent du fait qu'ils, pour aller à Abidjan, en plus d'avoir fait le passeport qui ne leur est pas remis à temps, ils doivent payer 110 €. Combien sont nos parents qui se plaignent d'avoir déposé des documents, payé tous les frais, mais depuis 2 ans qu'ils n'ont pas leurs documents? Combien sont ceux qui se plaignent? Et depuis combien de temps cela a duré? Quelle aurait été belle cette occasion de rencontrer Maurice Bandama, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, et de la lui exposer. Et tous ceux qui ont participé à la réunion du 7, je vous pose une simple question. Venez nous faire le bilan en termes de bénéfices humains, en termes d'avantages de la collectivité. Sortez et venez nous dire, voilà ce qu'on a dit pour la collectivité. Et c'est là qu'on voit la carapace intérieure des uns et des autres. Moi, l'éclaireur n'a rien à voir à Paris. Paris est une ville que je n'aime même pas. J'y vais constamment et je fais tout, même quand je suis en mission, je fais tout pour ne pas dépasser les 1 semaine. Et donc, si je m'implique à aider les vies, à faire bouger les choses, avec les élèves de la classe, je crois que c'est le modèle qui nous définit mieux que quiconque. Et nous en sommes extrêmement fiers. Et ce que je ne cesserai aussi de vous dire, c'est que le pouvoir d'Abidjan même est très fier de l'éclaireur. Combien parmi vous peuvent dire qu'ils sont en attache? Moi, je ne le cache pas. Je suis en lien très introduit avec le pouvoir d'Abidjan. Je ne l'ai jamais caché. Quand je quitte Abidjan, je passe par le pavillon présidentiel. Combien peuvent le dire? Ce n'est pas ma force, ce n'est pas mon intelligence, mais c'est le travail que je fais qui est respecté comme ça. Et ça, c'est un honneur pour nous, les élèves de la classe, parce qu'au-delà des humains, nous avons cette satisfaction morale-là d'être toujours en paix vis-à-vis de nous-mêmes et d'être satisfaits du travail que nous avons mené, parce que nous savons que nous avons posé de très bonnes actions. Et donc, simplifions l'équation. Vous avez rencontré l'ambassadeur le 7. Qu'est-ce que vous aviez dit là-bas qui soit concret pour que l'ambassade change d'attitude pour que les Ivoiriens aient leur papier à temps? Qu'est-ce qui a changé là-bas pour qu'on sache pourquoi les gens ne gagnent pas leur passeport à temps? Qu'est-ce qui a changé là-bas pour que les preuves que nous avons ici à travers Mme Blond, les gens qui sont en attente de leurs documents depuis 2 ans, en aviez-vous parlé? Et donc cela montre que vous n'étiez pas parti pour parler des véritables problèmes de la collectivité de la diaspora de la France. Alors que c'est de cela que l'éclaireur, à travers son et ses représentants, qui étaient ivoiriens, cyberactivistes, partait pour regarder l'ambassadeur droit dans les yeux et lui dire, monsieur l'ambassadeur, il y a des problèmes ici. Et les problèmes, comme je venais de vous le dire, le lui dire en face et lui demander s'il était au courant. S'il nous dit qu'il n'est pas au courant, un chef qui n'est pas au courant de ce qui se passe, vous savez ce que ça veut dire. Et s'il nous disait qu'il était au courant, nous lui aurions demandé si c'était la meilleure manière de traiter ses concitoyens qui sont installés en France. Voilà ce que nous lui aurions dit. Et nous restons sur notre position. Et nous ferions tout, et nous ferons tout pour rencontrer l'ambassadeur, pour le lui dire. Ce combat-là, nous le mènerions jusqu'au bout pour que les Ivoiriens de France puissent être des individus respectés par l'ambassade. Nous ne pouvons pas accepter de traîner nos mentalités d'Abidjan et d'Adjamé encore en France pour vilipender au sein de l'ambassade nos concitoyens. Combien de personnes ne sont pas frustrées dans leurs droits élémentaires à l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Paris? Ils sont légion. Est-ce acceptable? C'est de cela que nous sommes en train de parler et nous allons persister, insister, assumer et revendiquer cette ligne de conduite-là. C'est de cela qu'il s'agit. Et soit dit en passant, je dis honte à vous, monsieur Lobé. 1000 fois honte à vous, monsieur Lobé, d'être un individu arrogant, plein de glorioles et qui n'a aucun titre officiel à l'ambassade, mais qui soumet ses concitoyens parce que étant très bon gore,
il soumet ses concitoyens à toutes les humiliations du monde. Et moi, éclaireur pro-vérité, je ne saurais me taire en face d'une telle iniquité. Et tenez-vous bien, un homme, j'en suis un. Et j'assume mes actions. C'est de cela qu'il s'agit. Vous êtes devenu un mal, M. Lobé, à l'ambassade de France. Et je le redis encore, il est souhaitable que vous puissiez être démis de cette fonction que vous occupez, parce qu'elle est loin d'être une fonction officielle. Et vous abusez, et vous abusez, et vous abusez. Dans le même temps, je souhaite dire toutes mes gratitudes à Mme Fatim Camara, qui a été très professionnelle dans son approche. Et comme depuis nous l'avions dit, nous n'avons aucunement quoi que ce soit à lui reprocher. Parce qu'elle a travaillé et elle a respecté la délégation comme il se fallait. Ils sont ivoiriens, il y a des cyberactivistes. Même si la méthode de communication n'a pas été respectée, elle n'a pas été républicaine, on ne donne pas une communication qui exhorte les Ivoiriens à une réunion de bouche à oreille. Une ambassade qui se respecte n'agit pas ainsi. L'ambassade la plateforme numérique de l'ambassade aurait pu être utilisée, ou on aurait même pu mettre une note officielle sur papier à l'ambassade, ou même informer les gens. Mais tout était fait pour que beaucoup de choses ne soient pas vues à l'ambassade, pour cacher beaucoup de choses. Mais surtout, ceux qui devraient être reçus, je le dis, c'était des gens qui devraient être incapables de poser les vraies questions. Et donc, voilà la réalité qui nous rattrape. Venez nous dire le bénéfice de cette rencontre-là. Venez dire qu'est-ce que la communauté a gagné là-dedans. Et donc, si la communauté n'a rien gagné dedans, ça remet en cause même tout le travail que vous faites tous les jours. Si c'est quelqu'un qui est aux États-Unis, qui doit faire bouger, qui doit lutter pour les gens de France, je me demande, chers cyberactivistes de France, quand est-ce que vous allez être capable de parler et d'assumer vos responsabilités pour faire bouger les choses qui ne vont pas correctement à l'ambassade? Voilà la question qu'on vous pose. Et une fois que vous pourriez répondre à ces facteurs-là, vous verrez que l'éclaireur n'a pas besoin de quoi que ce soit. Et ça, je le dis, et Dieu m'est témoin. Si moi j'envie quelqu'un, si j'envie un être humain, je ne suis pas l'homme le plus riche ni le plus nanti, mais si j'envie quelqu'un, Dieu mérite de me punir triplement. Parce que ma vie, intellectuellement, socialement, financièrement, elle est accomplie. Et donc, c'est quand on est devenu un homme accompli sur tous ces aspects-là qu'on peut donner quelque chose à ses semblables. Et c'est cet exercice-là que l'éclaireur fait. Et donc, ceux qui pensent que l'éclaireur va se laisser impressionner parce que les gens ont parlé, les gens l'ont critiqué, les critiques ne font que nous rendre forts. Et tenez-vous bien, on a pu démanteler toutes les combines. De par la réunion du 7 septembre, on a mis en échec tout le système de combine, de copinage qui se passe. Et tout le monde a pu le voir, en tout cas pour les individus intelligents. Et trêve de parole, les faits parlent mieux en faveur de celui qui n'a pas à se justifier. Et c'est pourquoi il est très difficile de justifier l'indéfendable. Mais tout ce que je dis, toute personne intelligente et sensée trouvera que c'est un acte d'humanisme et de dignité humaine que je suis en train de revendiquer. Mais est-ce que vous pouvez en dire autant? Regardez le temps que vous avez passé sur les réseaux sociaux et dites-nous qu'est-ce que vous aviez pu faire au-delà de votre intérêt individuel. Qu'est-ce que vous aviez pu poser en action à l'avantage d'une autre personne de la collectivité? Alors, donc, nos schémas sont totalement différents. Tandis que moi, je suis là pour donner, parce que j'en ai suffisamment, pour donner à l'humanité. D'autres sont encore à la recherche du minimum. Et donc, ces deux mentalités, ces deux chemins de vie qui sont complètement différents, on ne mesure pas deux choses qui ne peuvent pas être mesurées. Nous sommes diamétralement opposés, en ce sens que nous n'avons pas les mêmes états de conscience. Et donc, c'est une perte de temps parce que venons-en aux actes et venons-en aux actions sur le terrain.
C'est là qu'on peut juger véritablement de la valeur des uns et des autres. Voilà, donc du coup, en fait, je viens à peine de rentrer, donc du coup, j'ai pris l'émission en marche. Effectivement. Donc voilà, j'ai l'impression que ça tend un peu vers le dernier intervenant, donc du coup, je voulais dire bonsoir à tous les membres de la classe. Il n'y a pas de problème. Et dire vraiment merci, et te dire merci quoi, pour vraiment tout ce courage-là. Et en même temps aussi également dire, bon, j'ai écouté un peu ce que tu as dit il y a au moins 2 à 2 minutes à travers les commentaires des gens. Donc vraiment, c'est le message qu'on pouvait faire passer à toute la Côte d'Ivoire concernant la mauvaise gestion à quoi on assiste au niveau de l'ambassade, vraiment c'est fait. Donc vraiment c'est fait et les autorités ils ont compris, tout le monde a compris aujourd'hui qu'est-ce qui se passe à l'ambassade. Donc comme le disait l'auditeur précédent, il faudrait qu'on passe à autre chose parce que en parlant trop, c'est comme si on leur donne de l'importance. Donc c'était ça mon intervention en tant que studiantin en intervienne quoi. Ok. Et il y a notre père ici, Zana Bamba, qui dit ceci. J'allais vous laisser ça avant de vous laisser partir. Il dit, ce que ce monsieur dit, j'ai eu à discuter avec un responsable d'une grande chaîne de télévision qui a eu à me parler de l'éclaireur. Donc cette plateforme est très intéressante et très sérieuse. C'est pour ça que hier, j'ai eu à parler de ça. Courage, c'est maintenant ton combat. Va prendre la croisière et tous ceux qui veulent voir les Ivoiriens dans leur ensemble dans un pays développé. Et ça, c'est le docteur Dramane Alassane Ouattara. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez dire relativement à ce que l'aîné venait de dire? Ah, vraiment, bon, ce que l'aîné a dit, effectivement, c'est-à-dire, en fait, l'aîné, il a dit que la vérité. Il a dit que la vérité, parce qu'aujourd'hui, on assiste aujourd'hui à une autre mentalité des élèves de la classe. C'est-à-dire, la plupart des élèves de la classe, ce sont des personnes aujourd'hui ce sont des personnes qui sont averties. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, on avait besoin d'une personne comme éclaireur pour venir éveiller les gens, pour venir attirer notre attention si c'est qu'il voit dans ses analyses. Parce que l'analyse, elle est simple. L'après Ouattara, ça veut dire qu'aujourd'hui, le président Ouattara, même s'il n'est plus président, le président Ouattara, quand même, il nous a laissé quelque chose, c'est-à-dire notre grandeur d'esprit. Aujourd'hui, notre grandeur d'esprit doit nous permettre de pouvoir affronter ce qui nous attend dans les 10 ans et dans les 20 ans à venir, parce qu'il ne sera plus là. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une catégorie d'Ivoiriens qui est en train d'émerger, qui est en train de sortir, qui est en train de faire peur aux gens. Et cette catégorie d'Ivoiriens-là, on ne peut que les avoir, on ne peut que les voir dans la plateforme d'Éclaireur pour vérité. Donc, on nous observe, Éclaireur, la plateforme est observée, et ceux qui nous observent, ce sont des intellectuels. Si cette plateforme-là arrive à demander à un docteur de venir nous éclaircir sur ce qu'on appelle la ronde viagère. La ronde viagère, les Ivoiriens, on ne connaissait pas la ronde viagère. Même, voilà. Ils savaient que bon, les chefs d'État, les anciens chefs d'institution, pour moi, je les voyais comme des retraités ordinaires. Mais il fallait que cette histoire de Laurent Gbagbo qui rentre au pays par rapport à sa ronde viagère, Éclaireur aussi développe la chose. Donc, ça fait que même moi, chaque élève de la classe a allé s'y renseigner. On est allé sur Google, on a tapé certaines choses, on a appris beaucoup de choses. Donc, c'est très rare de voir des cyberactivistes en train de développer des thèmes techniques comme ça. Donc, vraiment, notre plateforme, elle est sérieuse. C'est une plateforme aujourd'hui qu'on peut dire, bon, moi, je nous vois aujourd'hui un peu comme les Black Panthers, quoi, de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, on dénonce ce qu'il y a à dénoncer. Bien vrai qu'on est tous pro-Alassane, mais quand il y a la vérité à dire, on dit la vérité à celui qu'on pense, parce qu'on ne doit rien à quelqu'un. On ne vend pas notre et surtout aussi, on n'attend rien de qui que ce soit. Voilà, on attend rien. La seule chose qu'on attend d'eux, comme ce n'est pas tout le monde qui peut occuper des postes de haute fonction, donc là, s'ils sont à ces postes-là, c'est de faire pour le peuple. Afin que nous qui sommes en diaspora, ils puissent nous faciliter certaines choses. Parce que quand ils échouent, ça agit sur nous aussi de façon directe. Donc, raison pour laquelle notre plateforme Éclaireur, il y a énormément de personnes qui nous suivent.
Vraiment, avant de vous laisser partir, j'allais vous raconter une histoire qui est une histoire philosophique, mais c'est de la réalité en fait. C'est sur l'histoire de Socrate. Voyez-vous, Socrate avait une méthode où vous voyez, l'éclaireur donne ses avis, mais je suis même d'accord. Vous voyez que quand, par exemple, quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas d'accord avec moi, il dit, éclaireur, je ne suis pas d'accord ici, ou bien moi-même, je dis, mais ce point-là, je ne suis pas d'accord, on corrige et puis on va rapidement. C'est comme ça. Et donc, Socrate, à un moment, il avait compris que il faut cultiver la jeunesse intellectuellement. Et lorsqu'il a commencé à cultiver la jeunesse, il n'est pas venu leur donner le savant en leur disant voilà ce qui est vrai. Non. Quand tu viens vers lui, selon le besoin que tu as, il te pose des questions. Et en fonction des réponses que tu vas donner, chaque fois, il essaie de mettre ton esprit en confrontation avec toi-même tes propres réponses. C'est ce qu'on appelle en philosophie la maïeutique. Parce que la maman de Socrate, elle-même, dans la vie, était une sage-femme qui accouchait des enfants. Mais Socrate, lui, s'est dit, je vais appliquer notre méthode où ce sont les esprits que je vais faire accoucher. Ça veut dire un esprit, tant qu'il produit de nouvelles idées pour progresser, ça veut dire qu'il est en train de s'accoucher, de progresser. Et donc, vous savez ce qui est arrivé à Socrate après un moment? La majorité des gens ont compris qu'en fait, il ne fallait pas se tuer. Et qu'en fait, ils étaient manipulés selon les intérêts du moment. Et donc, les dirigeants vont se réunir, ils vont dire à Socrate, et ils vont lancer la note que Socrate est en train de pervertir les mœurs de la cité. Et ils vont l'arrêter pour cette cause-là, et on va l'emprisonner. Et la sentence était qu'on devrait l'exécuter. Mais tellement les gens même n'avaient pas d'argument, tellement les gens même savent qu'eux-mêmes là, c'est un abus parce qu'ils savent qu'ils peuvent le tuer. Ils l'ont pris. Donc d'abord, c'est sûr même une histoire, on dit non que c'est à cause de Socrate que les jeunes gens ne veulent plus aller à la guerre. Mais il a pu convaincre les jeunes gens qu'il ne faut pas se tuer pour des gens quand ce n'est pas la peine. Il a pu convaincre les jeunes gens que plutôt que d'aller vous faire massacrer militairement, travaillez avec vos idées. Les idées peuvent vaincre les armes. Et ça n'arrangeait pas les dirigeants de la cité. Et donc aujourd'hui, comme je le disais, donc quand ils vont l'arrêter, officiellement on dit qu'il a corrompu les mœurs et que c'est lui qui dit aux jeunes gens de ne pas aller à la guerre. Ce qui est faux. Mais on le met en prison, mais il n'y a personne. Il n'y a personne qui peut venir pour dire à Socrate, voilà ce qu'on va te faire et voilà quand on va t'exécuter. Et tu sais ce qu'ils lui ont fait? Ils lui ont fait une première proposition. Socrate, on t'a arrêté. Essaye de t'enfuir, là on dira que tu t'es évadé. Mais vous savez ce que Socrate leur a dit? Il dit non, j'ai défendu la vérité, j'ai fait accoucher des esprits, ma mort ne servira à rien, même mort, mes idées prévaudront. Et donc faites ce que vous pouvez faire. Et donc tellement ils avaient eu honte, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils lui ont donné un poison qu'on appelait la ciguë, et Socrate a bu le poison pour mourir. Quand vous êtes sur la vérité, défendez-la. Mais encore, pardon, je peux supposer que vous êtes musulman. Mais vous savez ce que le prophète de l'islam faisait avant qu'il soit musulman? Il était commerçant. Non, mais avant d'être commerçant, qu'est-ce qu'il faisait? Non, avant d'être commerçant, je ne sais pas. Ok. Avant d'être commerçant, c'est une partie que beaucoup ne maîtrisent pas. Le prophète de l'islam était dans un groupe et le leader même d'un consortium des défenses des droits humains. Et dans les tribus arabes, il était convenu que chaque tribu devait donner quelqu'un qui, lorsque quelqu'un aurait été offusqué dans ses droits, ces personnes qui avaient été déléguées de toutes les tribus-là se mettaient en phase de remettre la société sur le droit, sans regarder les yeux de quelqu'un. Voilà le premier boulot du prophète de l'islam. Et donc, c'est après ça maintenant qu'il va rentrer dans... Et il a voyagé une seule fois, hein. Bon, tout le monde le sait déjà dans le commerce et autres. Et après, à l'âge de 40 ans, il aura ça. Voilà, tout le monde connaît ça déjà. Mais ce que je veux dire, c'est que naturellement, on n'a pas besoin d'être religieux. On n'a pas besoin d'être à un poste. On n'a pas besoin d'être juste et demander la justice sociale. C'est un sentiment naturel qui doit découler de tout être humain qui est en progrès. Je veux dire à l'intérieur de son être intérieur en fait. Parce que le piège qu'on fait,
Le malfaiteur même là n'est pas fier de lui-même. Le malfaiteur même là n'est pas fier de lui-même. Mais quand il trouve quelqu'un qui peut le recadrer, c'est un souhait même parce que ça les aide à revenir sur le droit chemin. Et donc, quand tu regardes ça une fois, le prophète de l'islam, il a un oncle qui s'appelait Abu Lahab. Ben, ce monsieur avait pris des dettes avec quelqu'un et comme c'était le chef de la tribu de Quraysh, il dit, je ne paye pas. Et je ne vois pas qui ici dans la ville de Mecca. Parce que Mecca, on appelait aussi Baka. C'est la même chose. Quand tu entends Baka ou même Mecca, c'est la même chose. Ou même Faran, c'est la même chose. Voilà, c'est la même ville. Voilà, mais bon, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Et donc, quand il est parti devant son propre oncle, et il s'est dit quoi à l'intérieur? Il dit, mais si moi-même les gens m'ont choisi pour être le délégué de ceux qui doivent défendre les droits humains, je vais prouver à tout le monde que je ne vais pas m'amuser. Et donc, cher oncle, je suis venu pour reprendre d'entre tes mains le dû que tu dois à telle personne. Tu payes ou tu ne payes pas. Il parle comme ça à son propre père. Hein? Il dit, tu payes ou bien tu ne payes pas. Ah. Son oncle lui dit, sincèrement, j'ai eu tellement peur que j'ai eu l'impression de voir 2 chameaux sur les épaules du prophète de l'islam. Et il n'y avait autre option que de payer et pour rendre justice à celui qui méritait la justice. Tout ce que je viens de vous raconter, je pouvais aller dans l'histoire de Moïse. Comment il a aidé à arranger les troupeaux du vieil homme du désert. Je pouvais rentrer dans l'histoire de Jésus pour vous dire tous les biens que Jésus a fait. Mais on laisse tout ça. Je ne veux pas parler de Jésus en Égypte, parce que c'est là-bas que Jésus, le prophète Jésus, s'est formé en Égypte chez les Esséniens. Pour ceux qui ne savent pas, on ne va pas rentrer dans ça aujourd'hui. Mais toujours est-il que tous les détails que je viens de vous donner, il faut toujours se référer aux grands hommes. Mais aujourd'hui, là, est-ce que Ouattara c'est un grand homme ou mais ce n'est pas un grand homme? C'est un grand homme. Et est-ce que nous ne nous référons pas à Ouattara ou mais nous nous référons à Ouattara? Si on s'est référé à lui. Est-ce que nous ne nous référons pas à Jésus ou mais est-ce que nous ne nous référons pas à Moïse ou bien au prophète de l'islam? On s'est référé à tout cela. Comment voudriez-vous donc qu'après avoir eu ceux qui pouvaient être des Socrates pour nous dans notre vie, comment voudrez-vous que nous puissions suivre des gens qui n'ont même pas encore fait la première mue de leur esprit physique? Parce que quand on parle, les gens ne savent pas qu'il y a une différence entre l'esprit, l'âme et le corps. Mais je parle du premier niveau de leur esprit. Et c'est pourquoi en islam, si vous connaissez bien le Coran, il y a un verset où Dieu dit par l'âme qui se blâme elle-même. Ça, c'est le niveau CP0 de la spiritualité, frère. Les gens lisent, ils ne comprennent rien. Mais pourquoi Dieu dit par l'âme qui se blâme elle-même? Parce que tu sois ou que tu ne sois pas religieux, l'être humain, là, il faut que ton âme, tu puisses te dire, ah, ce que j'ai fait là, est-ce que c'est bon? Ce que j'ai fait là, vraiment, voilà. Et donc, Dieu dit que l'être humain, tant que tu n'as pas atteint ce minimum-là, tu ne peux pas avoir la porte de la spiritualité ouverte en toi. Est-ce que ces personnes aujourd'hui qui ne peuvent pas atteindre, quand je leur dis que nous sommes déjà à une autre dimension, les gens s'amusent. Les gens s'amusent. Tout ce que je suis en train de dire là, tu peux trouver combien de personnes dire ça comme ça? Et puis essayer de faire comprendre aux uns aux autres. Et donc, ceux qui sont encore dans les premières phases de la lutte avec leur esprit, parce qu'ils sont tenus par le bas astral, et ils tombent constamment dans le bas astral, et qui n'ont pas pu faire leur première mue de leur âme qui se blâme, ils n'ont même pas encore dépassé le premier niveau de la spiritualité, ne peuvent pas du tout nous comprendre. Alors que nous nous identifions aux grands. Et quelqu'un qui s'identifie aux grands ne peut pas être dans les amusements. Et c'est pourquoi il faut remarquer, l'émission dure ici. On fait souvent 5 heures du temps. Mais, 5 heures, hein. Mais tu ne vois pas le visage de quelqu'un. Mais ces émissions-là, même quand tu es couché, que tu écoutes, ça te fait réfléchir à un autre niveau. Ceux qui écoutent vraiment les émissions-là, les paroles qui sont dites par les uns et les autres, quand tu écoutes, ça t'amène à réfléchir et à réfléchir plus de 2 ou 3 fois. Mais en réalité, c'est parce que nous avons essayé, même sans être des grands hommes, nous copions sur des grands hommes. Et c'est très important, continuons. Les gens risquent de nous arrêter. Les gens risquent de dire que nous avons corrompu la cité. Les gens risquent de nous donner la ciguë. Mais nous sommes des milliers aujourd'hui.
et nous serons des millions demain. Et nous avons permis aux uns et aux autres de comprendre beaucoup de choses qui étaient cachées. Aujourd'hui, même dans les villages les plus reculés, quand les gens écoutent nos émissions, ils se disent on a bien compris maintenant. Et les gens se rendent compte que tout ce qu'on leur disait, la réalité peut être au-delà. Mais une chose est sûre, tout le monde a compris aujourd'hui ce qu'on voulait toujours leur cacher. Et c'est pourquoi dans la sourate Al-Zilzala, la sourate du tremblement, Dieu dit lorsque la terre fera ressortir ce qui était enfoui en elle. Ce ne sont pas les squelettes disparaissent. Mais l'histoire du monde se racontera d'elle-même. Parce que tout ce qui avait été caché, un jour ressortira. Et donc, moi que vous entendez là, je ne suis rien dans ce processus-là. Je ne suis qu'un petit canal. Nous sommes dans l'ère du verseau. Nous sommes dans l'époque où plus rien ne peut se cacher sur la terre. Ce n'est pas moi qui le dis. Le prophète de l'islam, c'est écrit dans le Coran. Il dit lorsque les livres seront éparpillés. Est-ce qu'aujourd'hui les livres ne sont pas éparpillés? Mais combien de personnes sont intelligentes? Combien de personnes? Les livres ont été éparpillés. Aujourd'hui, on a accès à tout. Mais tu trouves que les gens sont devenus plus ignorants. Mais, ceux qui seront des personnes conscientes d'elles-mêmes à l'époque où les livres ont été dispersés seront des personnes qui vont bousculer leur société. Et je ne suis qu'un seul élément. Et tant que Dieu me permettra de vivre, je vais multiplier des gens comme moi qui vont continuer à faire le travail. Et nous allons ouvrir les esprits des gens. Et ce travail-là est plus fort que vous et c'est plus fort que moi. Parce qu'en réalité, c'est l'ère que le prophète de l'islam et Jésus nous avait dit. Quand Jésus reviendra, plus rien ne sera caché. Sauf si toi-même tu ne veux pas voir. Et c'est la même chose que le prophète disait, mais avec différentes preuves et différents éléments. Et donc, vous voyez. Et donc, les gens qui nous accusent, ce n'est pas notre faute. Et nous n'avons nullement l'intention de corrompre la cité, mais plutôt d'apporter les éléments qui peuvent permettre à chacun de réfléchir. Et cher frère, je te dis merci. C'est un combat que nous allons continuer. Et déjà, nous, on a déjà gagné le combat. Parce que les émissions qu'on a fait là, on les a multipliées. On les a multipliées. De sorte que sur 90 ans, les gens sauront qu'on a passé et qu'on a existé. Et ça, c'est ce que nous devrons faire. Et moi, je suis fier. Je peux prendre mes émissions pour présenter à mes enfants et leur dire, écoute très bien ce qui s'est passé. Mais combien de cyberactivistes peuvent prendre leurs émissions et puis dire à leurs enfants d'écouter? Que chaque cyberactiviste se pose la question. C'est pas pareil. La qualité de nos échanges, la qualité de l'information qu'on se donne, vraiment, c'est vraiment, je sais pas comment qualifier, les mots me manquent, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit sur Internet. Aujourd'hui, en gros, c'est que la classe doivent comprendre. C'est-à-dire, on a une vague de politiciens qui ont pour spécialité de se servir de cette jeunesse-là pour les transformer en chiens de guerre. C'est-à-dire, c'est nous qui sommes leur bouclier humain, quoi. Donc là, sur ces 20 dernières années, c'est comme ça qu'ils ont décidé de transformer cette jeunesse-là. Donc, lorsqu'il y a des jeunes qui se rassemblent, qui développent des thèmes très techniques, en fait, ça ne les arrange pas, on les fait peur. On gêne énormément, mais mais dans le bon sens, quoi. Donc, ils n'aiment pas ça. Donc, raison pour laquelle ils vont essayer d'éteindre notre émission. Mais moi, au contraire, j'invite tout le monde à toujours garder le même cap jusqu'à ce qu'on atteigne nos objectifs. Non, ça sera atteint. Parce qu'ils ont compris aujourd'hui qu'ils n'ont plus à faire à cette jeunesse-là des années 2000, des années 99. Quoi. Non. Le monde évolue. Il faudrait que maintenant les mentalités évoluent. Et nous, la machine s'est mise en marche. Il n'y a rien qui pourra nous arrêter. Quoi. Donc, vraiment, ce fut un plaisir éclairé. Je vais laisser Sundiata. Il n'y a pas de problème. Vraiment, vous passez une excellente nuit. Ok, pareil, vraiment à vous. Merci notre vérité. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Et donc, on va prendre définitivement Sundiata. Et je lui demande toutes les excuses. Et il y a notre père qui revient pour dire, effectivement, ce que je dis, le journaliste est de M6. Et il continue pour dire,
Et le journaliste en question te suit depuis le jour que tu as fait la chronologie de l'humain et des étapes de chaque catégorie de la création. Ce jour-là, tu avais demandé à tous les religieux que Dieu était très sérieux pour leur business. Effectivement. Et il y a Bacchus qui dit, l'éclaireur a été un déclencheur de l'envie de rupture avec lait. Et il n'a pas terminé. Et ainsi de suite, ça continue. Et donc, chers élèves de la classe, c'est une dynamique qui a commencé et l'égrégore est déjà là. En spiritualité, quand on parle de l'égrégore, c'est le champ spirituel qu'on a construit. Vous voyez qu'on ne s'est jamais vu, mais Madame Blanc et moi, on réfléchit sur la même longueur d'onde, même sans se parler. C'est un peu avec tout. En spiritualité, on appelle ça l'égrégore. Ça veut dire que chacun a accepté de connecter son âme à l'autre. Et donc, c'est une force qu'on a fait. On ne va pas rentrer dans ces détails-là aujourd'hui pour effrayer les gens, mais toujours est-il qu'on a réussi notre mission. Et ça, il faut être fier de cela. Ce n'est pas la quantité du temps que nous vivons qui est importante, mais c'est la qualité de vie que nous menons qui est importante. Et si l'éclaireur devrait s'amuser à venir produire des émissions, mais que lui-même n'aurait pas le courage de faire écouter à ses enfants, ça veut dire que l'éclaireur est en train de vous mentir. Il est en train de vous envoyer dans le faux. Mais demain, quand je ne serai plus là, je dirai à ma petite fille et à mon garçon et à mes enfants, faites attention à votre père, écoutez-le. Parce qu'il a fait aussi des bonnes choses. Même s'il n'était pas riche, même s'il n'était pas fort, soyez fiers de votre père. Parce qu'à un certain moment de la vie, lui et des personnes dans le monde ont amené les gens à comprendre la réalité. C'est vraiment très important. Et donc, même si je mourais aujourd'hui, ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Ça ne me dit... J'ai déjà fait un champ spirituel qu'on appelle un égrégore. Vous pouvez taper pour comprendre. Donc, le reste, ça ne m'intéresse pas. Et c'est ce que les grands hommes ont compris. Il faut créer des champs de pensée plutôt que de créer des mouvements. Et donc, les autres, vous êtes vraiment très petits dans ce que nous voyons comme champ de vision. On vous excuse amplement. Ce n'est pas les mêmes niveaux. Et donc,